Bon matin au Québec et bonne fin de matinée en France. Aujourd'hui, donc 7h-ci jusqu'à 7h, on va parler de sport d'endurance. En fait, quand on a pensé au podcaston, moi je me suis dit, oh mon Dieu, c'est absolument le bon moment de prendre PH et Myriam avec moi pour qu'ils répondent à toutes mes questions, étant donné que je débute en course à pied et en vélo. C'était l'occasion parfaite. Et je pense que certains se reconnaîtront peut-être dans mon profil, donc ça peut aider tout le monde. Tout à fait. Moi, j'ai une question pour toi avant de commencer. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'intéresser au sport d'endurance? Tu as commencé à faire ça? Alors, moi, j'ai commencé la course à pied il y a peut-être 2 ans. Et en fait, c'était un excès de colère que je n'arrivais pas à gérer. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller courir. Et ça m'a vraiment aidée à gérer ma colère au quotidien. Donc, c'est comme ça que c'est commencé. Puis, le vélo, c'est après une session de course à pied où j'étais un peu frustrée. C'était pas la meilleure course. Puis, j'avais envie de rester dehors. Il faisait super beau, super chaud à Montréal et tout ça. Puis, moi, j'habite à côté du canal de la Chine. Et j'ai pris un Bixi. Puis là, j'ai fait 10 km en vélo. Et je me suis dit, ah, quel beau complément. Ouais. Et c'est là où on m'a prêté un vélo. Et j'ai fait du vélo tout l'été dernier. Et c'était incroyable. Donc, depuis juillet, je fais du vélo. Et ça m'a encore plus plu que la course à pied. Et voilà, en fait, il y a des moments où je me lève le matin, j'ai juste envie soit d'aller courir, soit d'aller faire du vélo. Et plus j'ai ces sensations-là, plus j'y vais. Donc, Ouais, c'est ça qui arrive. Hein? Absolument. Puis plus ça devient, plus tu t'améliores dans ce processus-là, où tu progresses dans le parcours, plus ça devient facile, puis plus ça fait que tu peux faire des trucs soit longs ou comme aventureux, mettons. Là. Oui, absolument. Ouais. Puis souvent, je dis ça, mais moi, j'ai fait à la base, je viens de l'équitation. J'ai fait 15 ans d'équitation quand j'étais plus jeune. Et c'est un sport dans lequel... Alors, j'avais des douleurs, mais pas de souffrance. Et selon moi, c'est un peu ce qui définit la passion. C'est d'avoir des douleurs, des courbatures. Dieu sait que j'en ai eu des courbatures, mais j'en souffrais pas. Et j'ai essayé plein de sports où dès que j'avais une douleur, ça prenait des proportions énormes. Je me disais, mais mon Dieu, c'est pas ça. Et la course à pied, pareil. Le vélo, pareil. Je peux avoir des courbatures ou des choses mal pendant la session, mais c'est pas une souffrance. Genre, Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment... au contraire, c'est sentir que ça fonctionne, sentir mes muscles, c'est sentir tout qui se met en avant. En tout cas, c'est vraiment des belles sensations. Mais on pourrait croire que c'est de la souffrance pour quelqu'un qui, pour la course à pied, c'est pas sa passion. Ouais. Je comprends. Donc, c'est un peu ça qui m'a aidé aussi. Enfin, qui m'a aidé. Moi, je trouve ça intéressant que tu dises que tu as fait 10 km en Bixi. Ouais. T'as adoré. Je veux dire, si déjà ça, c'était le fun, t'avais tout un monde devant toi qui était prêt à s'ouvrir. Tellement. Pour t'amuser en vélo. Ben oui. Ouais, tellement. Puis Dieu sait que les Bixi, c'est pas les vélos. Non, c'est ça. C'est pas les meilleures sensations. Donc, quand je suis montée sur un vélo de route la première fois, c'était encore plus incroyable. Donc ouais, c'est ça. Puis finalement, j'ai fini l'été dernier à 80 km. Donc ça, j'étais trop contente. Et je suis rentrée cet hiver en France. Et ma plus grande distance ever en France, j'ai fait un semi-marathon. Cool. Naturellement, genre, j'avais juste envie d'aller courir, puis ça s'arrêtait plus. Et les sensations étaient incroyables. Tu sais, la sensation de flow, là, on en parle peut-être plus souvent en course à pied, c'était fou. C'est une sensation qui est difficile d'accès quand même. Ouais, c'est rare. Parce que la porte d'entrée pour être capable de se rendre là est assez ardue. Là. Myriam, je sais qu'à un moment donné, tu avais fait un genre de question-réponse sur ton Instagram où est-ce que quelqu'un t'avait demandé pourquoi est-ce que tu fais du vélo, puis tu avais établi une couple de points clés. Puis un de ces points-là, c'était j'en fais pour être capable de me mettre à bloc dans un col. C'était comme une des réponses que tu avais données. Puis j'avais trouvé ça fascinant parce que, Romane, tu fais la distinction entre douleur puis souffrance. Moi, je crois que une des raisons pour lesquelles j'aime autant le sport d'endurance, c'est justement pour aller chercher la zone souffrance qui est difficile d'aller chercher, puis qui donne, j'imagine que c'est en termes d'hormones sécrétées, là, mais qui donne cette espèce de sentiment-là à la fois pendant de voler au-dessus du moment,
mais surtout après, de se retourner puis d'apprécier le chemin. Puis je pense que, Myriam, pour revenir à ta réponse sur le col, un col, c'est la matérialisation physique de ce que j'explique là, au sens où tu montes une montagne, puis à la fin, t'es en haut, et tu peux littéralement te tourner puis voir le chemin parcouru, tu sais. Fait que, Myriam, toi, qu'est-ce que tu retrouves dans les sports d'endurance? J'hijack un petit peu, je pose des questions un peu à droite et à gauche. Il faut juste que je reprenne un tout petit peu le flow après. C'est ça, tout à fait, inquiète pas. Non, mais il y a vraiment quelque chose, c'est drôle, je me faisais la réflexion parce que là où est-ce que je suis en France, pour vrai, du plat, dans les Alpes, ça existe à peu près pas. Donc, tu sais, dès que je sors, je finis par monter. Puis, des fois, je me surprends aussi, tu sais, Roman, quand tu te lèves le matin, puis tu as envie d'aller courir. Il y a des fois, là, moi, ce temps-ci, je me lève, puis je suis en mode, non, mais j'ai envie d'être sur une côte à 8% sur mon vélo en train de grinder en ce moment. Puis, mais tu sais, il y a cette espèce d'appréciation, on dirait, de l'inconfort, on dirait. Je sais pas, il y a une zone de bonheur, on dirait, qui se crée. Puis, je pense qu'il faut vraiment, faut le vivre pour le comprendre, parce que quand quelqu'un dit ça, ça sonne un peu weird. Mais hier soir, mettons, après le travail, j'ai été faire un col, un 7 km à 7%, qui est comme qui est une bonne distance, mais qui est quand même assez standard. Mais les 3 derniers kilomètres sont à 10%. Donc, c'est vraiment là, ça cogne fort. Puis, je roulais, puis j'étais comme, j'ai hâte d'être dans ce 3 km-là, qui, je sais, est super difficile. Mais j'ai été là justement pour aller chercher c'est cette sensation-là de que tu vas dans des zones de ton esprit où tu as le goût d'arrêter, mais non, tu pousses encore, puis là, tu continues de pousser, tu arrives à haut, puis tu es comme, OK, mon corps est capable de faire ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial, je trouve, que les sports d'endurance permettent d'aller chercher en termes d'appréciation de l'inconfort et de la souffrance. Oui, absolument, absolument. Tout à fait. Vraiment, puis c'est agréable aussi de se dire, oh, mon corps est capable de ça. Alors, je suis tellement fière de mes jambes depuis que je fais ces sports-là. Genre, vraiment, je me dis, oh, c'est fou. Puis une montée en vélo, c'est quand même c'est quand même très dans le moment présent. Parce que justement, tu sais, un 7 kilos à 7%, moi je me rappelle, j'ai fait sac à l'eau bras à Majorque, puis c'est comme 12,5 à 8%. Puis quand tu commences, tu dis ça finira jamais. Tu dis c'est sûr que ça finit pas, genre c'est comme les kilomètres avancent tellement lentement pour la difficulté, la vitesse, puis là tu te concentres sur un coup de pédale à la fois, tu te concentres sur un cycle, puis à un moment donné t'es rendu en haut. Comme avant même de te rendre compte que t'es rendu, c'est comme tabarnak, ça fait 45 minutes que je monte, puis je suis rendu, genre c'est fini. Là, tu sais. Je reviens un peu sur la structure que j'avais pensée. Étant donné que je vous ai tous les deux, j'ai fait une partie entraînement, entraînement dans le sens performance, le corps, la physiologie, etc. Une partie nutrition et une partie idées reçues qu'on retrouve peut-être un peu sur les réseaux sociaux ou dans la sphère d'endurance. Puis une dernière question pour conclure. Parfait. Déjà, Myriam, est-ce que tu veux te présenter un peu dans ce que tu fais, dans quoi tu es spécialisée et tout ça? Oui, ben moi, je suis nutritionniste de formation. J'ai fait quelques années au cycle supérieur qui font en sorte que j'ai un bagage et un amour très fort pour la science, qui m'a amené à collaborer avec le Studio SF pour le développement du projet Science Radio avec mon collègue et ami Kevin L'Espérance. Donc, actuellement, ma vie professionnelle, c'est un mix de consultation clinique. Donc, je travaille comme clinicienne avec une variété de clients. Je dirais que j'ai peut-être un bon 50% de ma clientèle qui sont des sportifs, beaucoup des sportifs d'endurance, donc triathlon, course à pied, vélo, trail, puis un autre 50% où c'est des cas variés, troubles digestifs, maladie d'Hashimoto, diabète, etc. Puis l'autre volet de mon travail, c'est de la communication scientifique, donc avec des projets comme Science Radio, de la création de contenu sur Instagram, des médias et tout ça. Puis, c'est une autre grosse partie de mon identité pour moi. Ça se définit dans le sport, notamment le vélo. J'ai fait de la course à pied qui m'a amenée vers le vélo, mais en ce moment, quand j'ai le choix entre les deux, je vais aller courir quand j'ai pas mon vélo. J'apprécie la course à pied, mais le vélo, c'est vraiment, c'est ma zone de bonheur, mon épiphanie, là. Donc, voilà. Parfait. Et PH, est-ce que tu veux nous parler de ta pratique des sports d'endurance? Ma pratique de sport d'endurance? Moi, ça a commencé par la natation quand j'étais tout petit. J'ai fait ça pendant au-dessus de 20 ans. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la course à pied parce que c'est ça qui est le plus simple. C'est ça qui est le plus rapide et efficace.
Et... OK, ça a démarré comme ça juste parce que c'est vraiment le plus accessible. Ouais, ben c'était pour rester en forme. Tu sais, moi, je partais de faire 20 heures d'entraînement par semaine à comme à rien à faire. Parce que tu avais arrêté l'université? Ouais, quand l'université a fini, il y a comme plus rien. Après ça, en natation, fait que ma carrière de nageur, c'était terminé. Je nageais encore un petit peu, surtout l'été dehors, parce que je trouve ça vraiment le fun. Mais aller en dedans quand il fait -20, là, je l'avais trop fait. Puis j'avais comme une écœurantite aiguë d'aller dans le chlore quand il fait vraiment froid, le matin, comme tôt. Fait que j'ai commencé à courir parce que c'était super accessible. Puis là, j'avais eu un deal avec New Balance pour faire le marathon de Québec. Qui voulait que je fasse une genre de storytelling où est-ce que je racontais mon parcours jusqu'au marathon de Québec. Premier marathon, m'entraîner vraiment en faisant absolument n'importe quoi. Tu sais, juste en essayant de transposer, en me disant, hey, j'étais capable de faire des fois 4 heures d'entraînement dans une journée en natation. Fait que c'est rien aller courir 2 heures. Fait que des fois, j'allais courir 2 heures, je faisais comme 25 kilos, puis j'étais en début de parcours de course à pied. Fait que ça a duré 1 mois que je faisais ces affaires-là, que j'étais capable de transposer le temps passé en natation à course avant que les périostites bloquent complètement, puis que j'aille des gros enjeux de genoux, puis que je me dise « Ah, la course, pas pour moi. » Mais dans le fond... La course, c'est pas la course qui est pas pour moi, c'est de partir comme un esti de cabochon puis faire des 25 kilos comme sans arrêt. Fait que je me suis rendu jusqu'au marathon de Québec, qui est vraiment comme de peine et de misère. Puis là, après ça, quand j'ai compris, quand j'ai marché les ravitaillements dans mon marathon, à me dire, à me faire dépasser par des madames, des vieilles madames qui couraient, tu sais, pas comme... Des madames qui avaient l'air en shape, oui, mais comme... Mieux préparées que toi. Quand même des vieilles madames, là, tu sais, faire tabarnak, man, j'ai 27 ans, puis là, genre, je marche dans un ravitaillement quand il y a des madames qui courent, là, tu sais. Puis là, de prendre un bon coup sur mon orgueil, puis faire, OK, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, tu sais. Puis là, de vouloir un peu prendre le taureau par les cornes, puis de faire, bon, non, qu'est-ce que j'ai mal compris, comment ça fonctionne, puis à travers tout ça... j'avais le projet de lancer Upika, ma compagnie de suppléments de sport d'endurance. Et parce que je voulais me rapprocher du sport depuis longtemps. Et en lançant Upika, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la science du sport et à parler à des experts à travers le podcast Upika, à parler à des professionnels, puis à réaliser que c'est vraiment une science, l'entraînement. Puis... Pour revenir au début de la question, quel est mon rapport avec l'entraînement puis le sport d'endurance puis ma pratique d'endurance? En ce moment, c'est vraiment, pour moi, la quête de ma meilleure performance. Fait que je sais pas ma meilleure performance c'est où, je sais même pas dans quoi, mais je me donne des objectifs, je m'inscris à des courses, puis en me disant, là, j'ai 5 mois pour arriver à cette course-là puis faire la meilleure performance. Fait que comment je m'y prends? Moi, c'est un peu ça que j'aime faire. C'est un peu ça le calcul que je veux faire, l'espèce de planification. Puis à travers tout ça, j'y retrouve évidemment le plaisir du quotidien, puis comme les moments qu'on parlait tantôt de flow, puis ces choses-là. Mais ce que je cherche vraiment, puis ce que je retrouve vraiment, où est-ce que je retrouve vraiment mon plaisir, c'est dans la poursuite de mon objectif, qui est de faire la meilleure performance possible dans les circonstances. Ouais. OK. Ouais. Bon, bah, maintenant, vous comprenez pourquoi je les voulais tous les deux pour répondre à toutes mes questions. On va faire une question de chaque catégorie alternée pour pas que ce soit... Parfait. Donc, ma première question donc, est sur l'entraînement. J'ai entendu, en tout cas, c'est pas mal ce qui revient souvent dans ce que je vois, c'est que la fréquence cardiaque, c'est la seule comme donnée physiologique qu'on a dans nos entraînements, de notre corps, de ce qui rend, en termes de chiffres. Et je voulais savoir, selon vous, à la course à pied, c'est quoi le meilleur test de VO2 max qu'on peut faire pour être précis? Meilleur test? Ouais. Oh, le meilleur test. Ouais. Bah, en tout cas, celui qui... Myriam, je suis curieux de t'entendre. Est-ce que tu portes une ceinture de fréquence cardiaque quand tu fais, mettons, des sorties au quotidien? J'en ai une, mais c'est vraiment niaiseux en ce moment. Quand la réponse commence par « j'en ai une », la réponse c'est non. Non, mais j'en ai une, mais j'utilise ma montre tout simplement parce que j'ai toujours eu l'habitude de porter ça. Puis à chaque fois que je pars, soit j'ai pas eu l'habitude de la mettre, mais tu sais, sur mon Garmin, j'ai ma fréquence cardiaque. Est-ce qu'elle est aussi précise que si c'est une strap? Peut-être pas forcément, mais ma fréquence cardiaque, c'est quand même quelque chose que je regarde quand je suis en vélo. Ouais.
moi, je veux faire une distinction vraiment dans les deux choses que tu as dit, parce que le VO2 max et la fréquence cardiaque, c'est deux choses différentes. Oui. Puis, moi, je travaille avec une ceinture de fréquence cardiaque systématiquement. Puis c'est... j'essaie de mettre ça, de rendre ça conjoint avec toutes les autres choses que tu peux contrôler, c'est-à-dire la perception d'effort. Fait en mettant la perception d'effort et les fréquences cardiaques, tu es capable de bien estimer t'es dans quelle zone. Une fois que tu es habitué un petit peu, t'es dans quelle zone d'entraînement. On pourra reparler peut-être des zones d'entraînement. Parce que, prochaine question. Justement, si tu fais un test de VO2, souvent le test de VO2 va se faire avec un test de lactate. Ouais. Fait que c'est comme les deux se font conjointement. Fait que c'est un peu un test de palier, mettons, là, un protocole. Il y a plusieurs protocoles. Je pense qu'il y a autant de protocoles que de gens qui font les tests. Mais moi, les protocoles que je fais, c'est 3 minutes avec 40 secondes de repos sur un tapis roulant parce que c'est comme en environnement contrôlé. Ou ça peut probablement se faire en vélo aussi sur un trainer, sur une base d'entraînement. Là. Puis à chaque 3 minutes, tu augmentes d'un kilomètre heure. Puis le 40 secondes de repos, il est fait pour sortir. Puis il y a du monde qui le font pas en repos, là, qui font les tests en même temps. Fait que tu sors ton doigt, tu te fais piquer dans le doigt. Ouais, c'est ça. Ça demande quand même un accompagnement extérieur pour faire ce test. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux sûrement l'estimer. Il doit y avoir des calculs pour l'estimer, mais c'est jamais aussi précis. Puis ça, c'est un test de lactate, dans le fond. Fait que ça te permet de calculer vraiment tes deux seuils. Fait que ton seuil aérobie, qui est le moment où est-ce que le taux de lactate dans ton sang commence à augmenter un peu. Puis après ça, ton deuxième seuil, qui est le seuil anaérobie, ça, c'est où est-ce que le lactate devient un peu hors de contrôle puis il commence à monter de façon exponentielle. Fait que normalement, si tu te restes en bas du deuxième seuil, ton lactate dans ton sang devrait être capable de se recycler à la même vitesse qu'il se crée, dans le fond. Fait que de rester un peu au sweet spot pendant à peu près 1 heure. Ça, c'est comme le... Puis... c'est beaucoup mais le lactate, on peut considérer ça comme de la fatigue musculaire. Mettons que tu veux simplifier ça au maximum. Puis le lactate aussi, ça peut être utilisé aussi par les mitochondries pour régénérer de l'énergie. Parce que justement, quand pH dit c'est anaérobie, c'est que tu n'as pas d'oxygène. Donc, c'est pas l'oxygène qui va être utilisé justement pour générer de l'ATP, c'est le lactate qui va servir aussi de source d'énergie. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi cette mesure-là, elle est importante. Tout à fait. Puis après ça, pendant ce test-là, ce que tu peux faire aussi, c'est avoir le VO2 master. Puis dans le fond, le VO2 max, c'est la quantité... Corrige-moi, Myriam, si ce que je dis, c'est inexact, mais c'est la quantité maximale d'oxygène que tu peux pousser en 1 minute. C'est ça, en termes de litres. C'est bien en litres. Fait qu'admettons que ton VO2 max, c'est 60, ça veut dire que en 60 minutes, en 1 minute, tu es capable de pousser 60 litres d'oxygène. Fait que plus c'est haut, plus tu as une bonne capacité de VO2 max. Ce qui est probablement une des mesures les plus pertinentes à la performance, mais qui n'est pas une science exacte. Puis il y a du monde qui vont avoir un VO2 max de débiles, qui vont se faire battre sur marathon par du monde qui ont un moins bon VO2 max parce que la distance est plus longue puis parce que c'est pas exactement la même chose. Mais ça, c'est pas mal le protocole pour ces tests-là. Puis un test de lactate, plus que le VO2 max, moi, je recommande ça à tout le monde, vraiment. Ouais. C'est ça a changé ma façon de m'entraîner. Là. D'avoir tes zones d'entraînement puis tes 2 seuils, ça change tout. Ouais. Non, moi, c'est quelque chose le test de lactate que j'ai peu la chance de faire encore, mais qui serait sur ma liste prochainement. VO2 max, j'avais fait le test avec une collègue qui faisait son doctorat puis qui testait différents protocoles de VO2 max. On l'avait fait sur un vélo, mais tu sais, c'est un vieux vélo stationnaire, puis je veux dire, bon, tout le monde le faisait sur le même vélo, donc c'était normalisé. Mais c'était vraiment intéressant comme test. Puis ça, c'était vraiment, tu pousses, elle augmente la puissance que tu dois pousser, puis tu dois maintenir un certain nombre de tours par minute. Puis si à un moment donné, tu descends en bas de 70 tours par minute, t'es pas capable de maintenir la puissance, ben c'est avec ça qu'elle se basait pour établir le VO2 max. Okay. Puis un test de VO2 max, c'est probablement la pire souffrance imaginable. Parce que te rendre jusqu'à la capacité maximale, c'est te rendre jusqu'à échec, en fait. Puis se rendre jusqu'à échec, il n'y a rien en sport d'endurance. Tu sais, mettons, se rendre jusqu'à échec sur un 5 répétitions au bench, ça prend 15 secondes, puis à la fin, il y a quelqu'un qui vient de sortir de la merde en te spottant, puis tu te rends jusqu'à échec. Mais te rendre jusqu'à échec en endurance, c'est
c'est vraiment horrible comme sentiment. Là, tu sais, c'est comme ça goûte le sang dans ta bouche. Puis tu peux vraiment tout le temps te rendre plus loin que tu penses que tu peux te rendre. C'est vraiment aussi... Ces tests-là, c'est intéressant de les faire. Un petit peu comme le test de FTP, là, un 20 minutes sur le vélo. Là. C'est des tests qui sont intéressants de faire juste pour la résilience mentale. Parce que... mettons le 20 minutes max en vélo là, pour tester sur Zwift, c'est un des tests pour calculer ton FTP. Si tu le fais vraiment à bloc, là, après 5 minutes, tu penses que c'est fini. Après 5 minutes, tu te dis, that's it, il me reste 1 minute, puis c'est fini. Puis là, il y a 1 minute qui passe, tu te dis, tabarnak, il m'en reste une autre. La dernière fois que j'ai fait ça, je suis tombé de mon bike après. Puis tu vois des vidéos du monde qui se rendent jusqu'au bout, puis là, les jambes sont de même, ils shake ses pédales. Fait que des tests de max, c'est vraiment tough. C'est pour ça que le test de lactate, il est aussi le fun, parce que une fois que tu as trouvé ton seuil anaérobie, tu peux te rendre jusqu'au bout, puis voir à quel point tu es capable de monter ton lactate élevé. Mais une fois que tu as tes 2 seuils, le but du test est fini, là, tu sais. Fait que t'as comme pas besoin de te rendre jusqu'au bout puis de sacrifier une semaine de récupération complète parce que tu te rends jusqu'à avoir le cul à terre. Le lendemain, tu peux rien faire. Justement, là, ce que tu dis, PH, c'est important aussi, c'est des tests d'effort maximal qui se préparent dans une semaine. Tu te réveilles pas un matin en improvisant que tu vas aller faire un VO2 max ou un test de FTP. Ça, c'est une erreur que j'ai déjà faite. C'est vraiment toi qui commences de le faire par rapport. Tu viens de te taper 2 grosses journées d'entraînement, puis ta 3e, tu décides que tu fais ton test de FTP, ben tu vas, ton test sera pas bon. Là, je veux dire, tu vas pas être capable de performer comme tu devrais le faire. Même au-delà même au-delà de l'entraînement. Si tu as une grosse semaine au travail, puis que là, tu as un test de FTP quand tu reviens du studio SF, puis tu as un test de FTP chez vous, puis tu es brûlé, ça sert à fuck all de le faire. Excuse-moi, Myriam, tu peux continuer. Dans le fond, il va falloir que Roman fasse une demande de congé. PH, j'ai un test de FTP cette semaine. Donc, je suis sûre qu'il triperait, en fait. Moi, je serais comme, est-ce que les tâches sont accomplies? Vas-y, ça va me faire plaisir. Et Myriam? Non, donc, pardon? Non, c'était juste parce que tu parlais d'un contexte. Ce serait quoi le contexte idéal de la préparation avant un test FTP ou VO2 max? Moi, les fois où ma coach m'en avait mis à l'horaire, j'avais vraiment un 2-3 jours avant qui était relax en termes d'entraînement, juste un easy spin, un easy run. Puis c'était aussi de regarder, est-ce que j'ai bien dormi ces 3 jours-là avant? Est-ce que j'ai bien mangé? Une fois, justement, là, on l'avait tout préparé, mais je m'étais tapé 3 mauvaises nuits de sommeil parce qu'il y avait des rénaux, peu importe, dans mon building. Donc, je n'étais pas en condition qui était optimale pour le faire. Puis, par le passé, j'ai déjà été un petit peu trop téméraire, puis j'ai décidé de le faire pareil, mais après, c'est frustrant parce que tu sens que t'es comme, je fais mon test d'effort maximal, c'est super rough, mais je me rends pas où est-ce que je devrais être capable de me rendre. Donc, puisque c'est une valeur après avec laquelle tu vas travailler, justement pour définir, OK, tes zones de puissance, comment tu vas pousser durant tes entraînements, ça vaut la peine de prendre soin de ce test-là et de bien le faire. Fait que, je dirais justement de façon très simple, arriver en ayant des jambes reposées, en étant reposé d'un point de vue du système nerveux aussi, fatigue, stress et tout ça, pour que justement on ait une bonne valeur avec laquelle travailler. OK. Ouais, puis juste pour ajouter à ça, moi, j'en fais presque jamais. Puis le seul vrai test que je fais, c'est le test de lactate, comme je disais. Puis je ne me rends pas jusqu'à échec. Puis comment après ça, je calibre, par exemple, mes zones d'entraînement, puis mon FTP, puis ces affaires-là, c'est que je sais, mettons, mon seuil aérobie, il est où, fait, en termes de battement, de fréquence cardiaque. Puis quand j'arrive, mettons, dans une application aussi efficace que Zwift, puis que là, la zone entre, mettons, tu sais, quand ton power devient jaune, là, fait que quand t'es sur le sweet spot vert jaune, ben ça, normalement, t'es sur ton seuil aérobie 1, tu sais. Fait que le vert, c'est comme la limite de ta zone aérobie. Fait que ce que je fais pour voir, mettons, pour que les entraînements puissent s'adapter à mon adaptation à moi, puis à mon amélioration, je le module. Je module mon FTP-ish selon, OK, là, je suis capable de pousser, mettons, 275 quand j'arrive à cette ligne-là de séparation entre la zone verte et la zone jaune. Je sais que ça, c'est le top de ma zone 2. Fait que je vais le setter pour tel quel dans le FTP, puis c'est comme ça un peu que je calcule. Parce que sinon, commencer à refaire à chaque 3 mois un 20 minutes max, c'est pas pour ça que je fais du sport. C'est pas nécessairement pour me mettre dans cette zone-là que je fais du sport. Ouais, puis le vélo,
t'as peut-être moins d'objectifs que la course à pied en termes de performance. Aussi, ouais. Mais c'est sûr que... En ce moment, ouais. Mais c'est sûr qu'avec l'éducation que t'as de la natation, t'as quand même toujours cet aspect performance. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que, mettons que je me mets un entraînement, je veux pas que l'entraînement soit trop facile parce que mon FTP est trop bas, puis que là, tu penses que t'as un score de stress, puis je calcule pas vraiment ça, mais tu penses que t'as un entraînement qui est supposé être comme difficile, mais finalement, t'es under tout au long. C'est frustrant. Fait que là, t'es comme dans une zone un peu, tu sais, que tu te dis, bon, j'ai travaillé quand même, mais en même temps, j'aurais sûrement été capable de donner 10 watts de plus. Ouais. Tu sais, fait que 10 watts de plus, ça crée plus d'adaptation, puis là, l'arbre est dans ses feuilles. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu te dis, je me suis préparée pour aller sur Zwift, à en chier sur Zwift. Ouais. Finalement, c'était même pas genre... La beauté avec Zwift, c'est que tu peux tout le temps monter en temps réel, tu sais. Mais moi, je savais pas ça à la base. C'est ça. Je savais pas. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas qu'on pouvait changer sa FTP ou du moins, en tout cas, jouer avec. Et il y a un moment où pendant quelques semaines, je me disais, mais je peux pas continuer comme ça. Je suis juste tout le temps frustrée. J'ai l'impression de faire la zone 2 tout le temps. Puis à un moment, je me suis dit, peut-être refaire un test. Ouais, exact. Faire un test. Puis là, j'ai augmenté de 20 à 25 watts. J'étais genre, OK. C'est quand même considérable. En tout cas, à mon niveau, c'est... C'était ça que le monde parlait quand il disait que c'est tough sur Zwift. C'est ça. Puis après, le prochain entraînement, j'avais peur parce que je me suis dit, mais ça se trouve, ça va me dégoûter parce que ça va être trop dur. Trop tough, ouais. Et finalement, non, c'était trop bien. Toi, PH, j'ai une question. Est-ce que tu as un capteur de puissance ou est-ce que vous avez des capteurs de puissance aussi sur vos vélos à l'extérieur? Ouais. Moi, je suis trop un geek. Je suis trop un geek pour pas avoir ça, là, tu sais. Puis je me check. Je check ces affaires-là. J'aime checker ça. J'aime voir, mettons, OK, le normalized power dans une sortie, mais aussi, surtout quand j'étais en Europe, là, tu sais, quand j'allais rouler justement des cols, de voir, OK, cette journée-là, j'ai poussé tant de average watt pendant la montée. Puis là, avec Strava, en plus, c'est tellement le fun de comme pouvoir aller voir le segment, puis là, voir la durée du segment, voir les watts pendant le segment. Tout ça, c'est vraiment le fun. Puis aussi, quand tu es dans des places iconiques comme l'Europe, ici au Québec, c'est pas vraiment la même chose. Même si dans le parc de la Gatineau, que tu connais bien, Myriam, des fois, tu vas rouler, tu montes un col, puis tu montes pas un col, mais tu montes une butte, puis là, tu regardes sur Strava, puis c'est genre Derek G qui est le... fait qu'il y a quand même, dans ce coin-là, en Ontario, puis en Outaouais, il y a quand même des bons rouleurs là, qui sont sur le Pro Tour. Mais quand tu vas justement à Majorque, ben là, ou n'importe où en Espagne ou en France, j'imagine aussi, je suis jamais allé, mais j'imagine que c'est la même chose. Ben là, tu montes, c'est comme, OK, Chris Froome, 4 fois vainqueur du Tour de France, c'est lui qui a le King of the Hill ici, puis tu regardes combien toi tu watts, combien lui watt. Fait que pour répondre largement à la question, oui, j'ai un power meter, puis j'aime vraiment ça travailler avec. Toi, Romane, t'en as pas? Non, pas à l'extérieur pour l'instant. Mais... Toi, Myriam, est-ce que t'en as un? Oui, moi, c'est nouveau de cette année. Puis, tu vois, justement, on dirait que je trouve ça super intéressant ici, quand, mettons, justement, tu as des longs cols ou même pour des sorties de groupe, parce que de savoir à peu près ton FTP, c'est quoi, ça aide aussi dans la gestion de l'effort. Ouais. Si tu pars pour 150 bornes, puis là, tu pars avec une gang de crinqués, puis t'es 20% au-dessus de ton FTP dès le départ, c'est comme un indicateur aussi de « je risque de péter aux frettes avant de me rendre au bout de la sortie ». Donc, pour la gestion de l'effort, je trouve que c'est bien. Quand tu embarques sur un col qui dure 20 km, quand là, tu es parti pour une heure et quart et demi, voire plus selon le pourcentage. Aussi, c'est le fun des fois de dire, OK, je veux l'appuyer, je vais me mettre à peu près à mon FTP ou juste en dessous pour être capable de tenir l'effort. Puis moi-même, des fois aussi, c'est un indicateur de mon niveau de fatigue. Quand des fois, tu sens que, comme, voyons, puis qu'on parlait de fréquence cardiaque tantôt, je vois que ma fréquence cardiaque est super élevée, mais j'arrive pas à pousser autant. Moi, des fois, c'est aussi un indicateur de fatigue, en fait. Fait qu'au-delà de triper sur les chiffres, parce que PH, moi aussi, je suis un peu comme ça, j'aime regarder mes segments, regarder là où est-ce que j'ai poussé, c'est un nouveau chiffre, mais c'est vraiment utile aussi dans la gestion de l'effort, puis être capable de dire, je suis capable de faire ma ride au complet, de me pousser, mais surtout d'avoir du fun du début à la fin. Exact. Puis, on parlait des différentes données que tu peux utiliser pour justement gestion d'effort. Ben, sur le vélo, les watts, ça en est un de plus. T'sais, mettons que tu mixes ça avec justement, comme Myriam a dit, fréquence cardiaque, watts, perception d'effort. Avec ces 3 affaires-là, normalement, tu es capable de vraiment bien quantifier ton effort. Puis plus tu t'habitues, parce que la perception d'effort, c'est ce qui est probablement le plus
difficile à gager. Ouais. Parce que quand tu startes une ride, ça va tout le temps être facile. Tu vas tout le temps dire hey, no stress. Mais quand tu viens le temps de bunker 1h30, 2 heures dans le ride, tu fais comme fuck. Ben, plus tu t'es in tune, plus t'es attuné. Je sais pas si c'est un mot. Attuné, on aime ça. Avec ta perception d'effort, plus tu es capable de l'établir. Ouais. Mais c'est sûr que moi, tout l'été dernier, c'était vraiment juste du plaisir. Ouais. Parce que j'avoue que tous les parcours que je faisais, c'était du plat. On va pas se mentir. Là, je vais essayer de starter le dénivelé, notamment au parc de la Gatineau. Là, j'aimerais bien me faire c'est incroyable, 4 jours là-bas. Ce spot-là. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Bien. Regarde, moi, la chance d'avoir grandi là. Oui, moi, c'est là que j'ai commencé le vélo. Donc, j'ai commencé la barre haute. Ouais. Après ça, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai fait, au Québec, il n'y a pas grand-chose qui bat cette boucle-là, la fameuse boucle jusqu'au Belvédère, là, Champlain, c'est comme... C'est vraiment... Puis sans voiture. Sans voiture, c'est un game changer. Ça change la donne. Donc c'est ça, je connais pas encore ma perception d'effort dans le dénivelé. Puis en plus de ça, moi j'ai découvert les données sur Zwift. Et avant, j'avais aucune idée de ce qu'étaient les watts et de ce que ça représentait. Ni la cadence, mais la cadence, c'est fou comme ça a changé ma perception aussi du vélo, parce que moi je pensais qu'il fallait en faire le moins possible, mais en étant le plus explosif, mais finalement une haute cadence, ça aide tellement sur plein de choses. Enfin, en tout cas, j'ai appris beaucoup, moi, cet hiver sur Zwift. Ça a été aussi un jeu, là, de pouvoir justement savoir ce que ça donnait. Puis j'ai eu la chance d'avoir un super bon vélo, donc trop contente. Donc, à voir cet été ce que ça va donner. La cadence, là, si je peux me permettre un commentaire sur la cadence. Quand j'étais à Majorque, on tournait un coin, puis juste devant nous, il y a un char qui est passé avec 6 S-Work Red Bull sur le toit. On a fait tabarnak, c'est quoi? Puis là, finalement, c'était l'équipe de Boran Red Bull. Puis c'était pas le groupuscule avec Primoz Roglic, mais c'était quand même tous des pros du Pro Tour. Puis on s'est mis en arrière. Puis les gars, ils tournaient tellement vite les jambes que ça a comme lancé une réflexion dans ma tête. J'ai fait genre, qu'est-ce que moi, je comprends pas? Puis après ça, j'ai entendu... sur le podcast de Lance Armstrong, il parlait de Tadej Pogačar, puis il disait que Tadej Pogačar, il vise 97 tours par minute, parce qu'à 97, en haut de 97, t'es inefficace, puis en bas de 97, ben, il y a 2 affaires qui vont se passer. Premièrement, t'accumules de la fatigue musculaire pour rien, puis deuxièmement, s'il y a une attaque, t'es pas capable de répondre parce que t'es trop sur des gros braquets, fait que t'es pas capable de partir en explosion. Fait que les pros, ils essayent de rouler entre 93 et 97. Puis quand t'essayes de le faire, là, chez vous, là, c'est tough en crise, puis tu vas dans le cardio vite, là. Sauf que à un moment donné, tu t'habitues. Ça devient comme ta cadence naturelle. Puis comme de fait, tu vois, des fois, je fais du bike en écoutant des courses de bike. Le gars, il craint pour vrai. Puis, mettons, justement, je faisais ça à Paris-Roubaix, pendant Paris-Roubaix. Puis j'essayais de maintenir la cadence que je voyais, parce que, tu sais, des fois, tu vois le shot sur Pogačar pendant vraiment longtemps. Fait que j'essayais de mimer sa cadence. Puis c'était ça, 95, 97. Puis tu fais comme, il le fait pendant 6h30, sans arrêt. C'est fou. Puis il a pas l'air de trop paniquer que ça. Puis lui, il tourne à 95 avec... 400 watts là, en parlant. Non, c'est fou. Ça, la cadence, c'est un truc qu'il faut que je travaille. J'ai une cadence qui est naturellement plus lente, on dirait, ce qui fait que j'ai des bonnes jambes qui vont être capables de tenir, mais sur des plus longues sorties, justement, quand tu as une cadence qui est plus élevée, c'est plus le cardio qui embarque, puis moins, justement, musculairement. Donc, c'est le cardio, tu es capable de le tenir plus longtemps. Fait que, ça, c'est une bonne chose à travailler. Surtout qu'il y a des bons workouts, justement, pour venir travailler les ondes de cadence. Ouais, puis tu t'en rends compte vite, hein, quand Zwift, il recommande une cadence à 100. Puis là, puis t'as l'impression que t'es en train de sprinter. Parce qu'il faut que tu tiennes 100, tu fais comme, OK, non, dans le fond, 97, c'est juste 3 de moins. Moi, quand je vois 110, je suis genre, oh non. Ah ouais, c'est ça. Ça va être chiant. C'est un intervalle à 115 RPM, là, tu sais que ça va. Mais bon, c'est pas 97, c'est parfait. Question de débutante. Où est-ce que ça se place un capteur de puissance et un capteur de cadence sur le vélo dehors? Il y a 2 façons. Soit, moi, le premier que j'ai eu, il était sur une pédale. C'est une pédale d'un côté. C'est pas le capteur de puissance le plus précis parce que ça va te donner un capteur juste d'une jambe. Normalement, à moins que si t'es pas trop débalancé, ça va être un bon average. Sinon, il y a des capteurs que c'est les 2 pédales.
Fait que ça te donne droite-gauche. Mais la meilleure affaire, c'est dans le crankset. Fait que pardon? Dans la crank, dans le pédalier. OK, c'est bon. Puis c'est le pédalier comme tel et le capteur de puissance. Fait que ça, c'est vraiment direct. Puis c'est pas... tu sais, parce que ta pédale, la cadence, ça pogne juste la cadence quand tu pousses par en bas, dans le fond. Puis, mais le pédalier, lui, il la pogne au complet, là, comme un peu une turbine, si tu veux, là, qui a le capteur. Comme un peu sur Zwift, par exemple, ton affaire, ta base d'entraînement. Là. Fait quoi, c'est ça. OK. Et puissance, le capteur? C'est ça, exact. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, OK. Ça capte la puissance et la cadence. OK. Ouais. OK, parfait. Ouais, voilà. OK, on passe à la nutrition. Yes. Alors, ma question, c'était pour quelqu'un qui débute dans le sport d'endurance, ça y est, je cours 1 fois, 2 fois, je me rends compte que c'est trop bien, je fais du vélo 1 fois, 2 fois, j'ai trop envie d'en faire à tous les jours. Comment on adapte sa nutrition à cette nouvelle pratique, sûrement dans l'excès au début parce que c'est tout nouveau puis que c'est trop bien. C'est ça, c'est à quoi on doit penser, c'est quoi comment on fait? Ben, avant de répondre de façon théorique, j'ai envie de te lancer PH, toi, justement, puisque tu as commencé, tu as fait de la natation, puis après, tu es parti vers la course, le bike. Toi, c'est quoi justement, comment tu as vécu ça d'un point de vue pratique, l'intégration des sports d'endurance d'un point de vue nutrition, puis je pourrais compléter avec plus la théorie. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, puis j'en parle souvent sur le podcast du Pick-up, puis je vais leur mentionner ici, la natation, c'est un sport complètement arriéré au niveau de la nutrition. C'est un sport que je crois que beaucoup d'athlètes ont laissé beaucoup sur la table en termes de performance à cause de ça, à cause d'une vieille culture sale là, de contrôle de poids, de restriction de calories, d'espèce de mentalité de plus t'es fit, plus tu vas vite. Puis ce que je découvre, puis ce qu'on continue à découvrir, puis ce qui est le plus en plus démocratisé, c'est justement que fuck ça, là, tu sais, que c'est le contraire de ce que ça devrait être. Fait qu'en m'intéressant à ça, quand j'ai fini de nager, parce que nous autres, ma relation avec la nutrition quand que je nageais, c'était de l'eau dans la bouteille, puis si t'avais beaucoup de zèle, peut-être que tu avais un demi-scoop de Gatorade parce qu'il fallait pas trop que tu prennes de glucides, mais tu voulais mettre un peu de goût dans ton eau. Pourquoi pas trop de glucides? Pour contrôler le poids. Ah, OK. De dire, hey, c'est du sucre. Si tu prends du sucre, tu vas prendre du poids. T'as pas besoin de me convaincre aujourd'hui. C'est ça. Mais la mentalité était celle-là. Puis je veux dire, en course à pied, c'était encore pire, probablement. Tu sais, il y a eu des scandales qui ont été mis au grand jour du monde qui sont en prison en ce moment pour avoir justement fait du contrôle de l'abus mental et physique à des athlètes, surtout autour du poids. Tu sais, il y avait le Nike Project, je me rappelle plus comment ça s'appelait, là, mais en tout cas, bref, c'était un gros centre d'entraînement où est-ce que tous les athlètes allaient là, sponsorisés par Nike, puis il y avait la culture de la minceur, puis de tout le temps. OK, je comprends. Fait qu'après ça, quand je suis tombé dans la course à pied, puis que là, surtout dans le trail running, où est-ce que la course à pied en marathon, c'était pas vraiment quelque chose que j'entendais. Je savais que quand tu cours le marathon de Québec, des fois, ils te donnent un gel, un ravito, puis tu le prends, puis tu le manges, genre, puis that's it. Mais après ça, quand je suis tombé dans le trail running, le monde était comme... Le monde mangeait des chips d'un ravito, puis là, le monde mangeait des bonbons, puis des affaires, puis j'étais comme, voyons, tabarnak, c'est quoi qui se passe ici? C'est le party, là. Vous dites c'est du sport, mais le monde, il arrête de manger des muffins, genre. Puis là, c'est comme, il y a le monde, ah non, moi, le challenge, c'est ça, puis tout le monde sort leur gaufre, puis leur bar, puis je suis comme, tabarnak. Puis, fait que là, quand j'ai compris ça, ben, quand j'ai été exposé à ça, puis là, j'ai commencé à creuser la question. Puis là, j'ai réalisé tout ce qu'on va pouvoir parler, peut-être Myriam, au niveau plus de la théorie. Puis j'ai réalisé l'importance de la nutrition, puis j'ai commencé à intégrer des glucides dans ma pratique. J'ai fait, OK, non, c'est ça. Ouais. C'est ça, dans le fond. Puis peut-être que je me trompe, puis peut-être que c'est juste un biais parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai l'impression que le discours autour de comme la consommation des glucides est vraiment venu en prédominance dans les dernières années, là, notamment avec la méthode norvégienne, là, les fameux Christian Blumenfeld de ce monde, qui, eux autres, repoussent les limites de combien de glucides tu peux consommer par heure. Puis
peut-être que c'est juste parce que je m'y intéressais moins, que j'avais pas cette chambre d'écho-là, mais là, on dirait que les carbs à l'entraînement, c'est tout ce que j'entends là, quand je suis sur YouTube, là, mettons. Fait que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, à intégrer des carbs, puis à réaliser que comme, OK, non, pour la performance pendant, mais surtout pour la récupération entre, pour le niveau d'énergie complet, tout le temps, ben il n'y a pas une fois que je sors. Puis en fait, moi, je fais rarement des sorties ou des jogs de moins de 45 minutes. Là, ça m'arrive très, très peu. Là. Fait que même chose sur le vélo. Fait qu'à toutes les fois où est-ce que je fais un entraînement, j'ai tout le temps du pica dans ma gourde ou une barre ou un gel ou même des fois juste straight up des jujubes. Là. Mais là, on parle de la nutrition pendant l'effort. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nutrition au quotidien. Ouais, ben c'est parce que les deux vont ensemble. Bien sûr. C'est ça, parce que les deux vont ensemble. Puis Myriam, tu pourras compléter une fois que y a plein d'affaires, je suis sûr que je mets puis que tu vois comme étant un message important. Mais c'est parce que si, mettons, tu vas courir 60 minutes le matin puis que tu prends rien pendant, ben là, tu te creuses un déficit calorique qui est dur à aller combler pour le reste de ta journée, tu sais. Puis tout ça s'additionne au fil d'une journée. Puis tu sais, si t'es capable de prendre 90 grammes de glucides pendant ta sortie de 1h30, ben c'est déjà 90 grammes de plus que tu n'auras pas besoin de reprendre dans ta journée puis qui va être plus espacé. Sur les recommandations dans une journée puis comment optimiser sa nutrition, ben, je vais déférer à la personne la plus qualifiée pour en parler. Là. Mais encore une fois, c'est dans un contexte de... On débute, c'est pas le contexte d'athlète de PH qui s'entraîne fort puis qui a... Mais c'est d'autant plus important parce que je vais prendre l'exemple de mon père. Mon père, il veut s'entraîner pour le marathon de Québec en ce moment, qui est à la fin de l'été. Puis là, il a commencé à s'entraîner. Puis là, il est supposé faire le demi-marathon de Lévis en fin de semaine. Mais il a commencé à s'entraîner, aller au travail à course, revenir à course. Il n'a jamais changé sa nutrition. Il n'a jamais changé la quantité de choses qu'il mangeait. Puis là, ben, il commence à se blesser en faisant... L'autre jour, il me disait, j'étais en train de laver la fenêtre chez nous. Puis là, il y a quelque chose qui s'est pogné dans mon épaule. Puis là, après ça, il faisait une autre affaire pour une clôture la même semaine. Une autre affaire qui pogne, que ça y arrive jamais, là, tu sais. Puis c'est comme des petites affaires comme ça qui peuvent arriver tranquillement si tu fais pas attention quand tu commences, principalement. Oui, parce que souvent, les gens vont s'y intéresser justement tardivement quand ils commencent à s'améliorer puis quand ils vont frapper un mur. Mais si, dès le départ, tu adaptes ton alimentation, ça fait en sorte que ta courbe de progression se passe mieux. Tu sais, mettons une des premières choses, tu sais, là, pour revenir peut-être à ta question dans une journée, quand tu commences à augmenter ton volume d'entraînement, ça se peut que tu remarques que tu as plus faim durant ta journée. Puis quand on est plus proche de cette ancienne culture-là de ben là, tu sais, faut pas que je mange trop, ben on va avoir tendance un peu à pas écouter ce signal-là. Donc, la première chose, d'être un peu in tune avec les signaux que notre corps nous envoie de OK, là, je viens de finir de m'entraîner, j'ai mangé mon repas, c'est peut-être la portion que je prendrais normalement, mais coller 1 heure après, j'ai faim, ben de pas hésiter à aller vers cette collation-là, puis d'adapter justement au cours de la journée de cette façon-là. Fait que, ça, je pense que c'est une des premières choses. Faut pas avoir peur de manger plus dans ta journée overall. Puis ensuite, c'est la recommandation générale, si l'activité physique que tu fais dure plus de 60 minutes, ben là, c'est important d'inclure quelque chose. Et il y a des cas où, justement, TPH disait même sur une sortie de 45 minutes, même si en théorie, tu serais capable de fonctionner avec tes stocks de glycogène. Le glycogène, il n'y aura pas nécessairement de dip en énergie si tu fais 45 minutes puis tu consommes rien. C'est ça que, dans le fond, de base. Là. Mettons, selon la science, t'es bien correct pour pas qu'il y ait de dip d'énergie, mais je te laisse continuer, excuse-moi. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, la raison pour laquelle manger pendant l'exercice, ça devient important, c'est que on a une source d'énergie, les glucides, qu'on va emmagasiner dans le corps sous forme de glycogène. Puis quand on fait du sport, ces stocks-là sont défaits justement pour fournir des glucides qui vont permettre de générer de l'ATP, qui permet aux muscles de générer l'effort qui est en train de se produire. Puis au-delà de 1 heure, 1 heure et demie, selon l'intensité de l'effort, on va passer au travers de ces stocks-là. Donc, si on veut de l'énergie pour être capable de performer, c'est important d'ingérer des glucides. Cela dit, à un niveau comme PH fait en ce moment, de toujours avoir l'habitude, puis la tolérance, en fait, de consommer des glucides, ça devient pertinent, justement, pour des sorties de 45 minutes, 60 minutes que tu fais. Donc, moi, ce que je recommande, même pour les gens qui débutent, c'est de tout de suite prendre l'habitude, dès que votre sortie, l'activité que vous faites dure plus de 60 minutes, de prendre l'habitude, même si c'est de manger 4-5 jujubes, des dattes,
dates. Si tu veux pas tout de suite aller vers des gels, des pâtes de fruits ou des produits plus spécialisés, c'est correct, mais de prendre l'habitude justement de commencer à manger parce que ça va être bénéfique non seulement pendant l'entraînement pour garder justement un bon niveau d'énergie, mais aussi pour la récupération après. Comme ça, le lendemain, tu es déjà capable de repartir ton effort. Tu viens creuser un moins gros déficit énergétique parce que ça, c'est un des signes parfois qui commence à se manifester quand les gens augmentent leur volume d'entraînement, puis tu as des courbatures des jours et des jours qui durent qui, je veux dire, quand tu commences, c'est normal, mais après un certain temps, ton corps développe des adaptations, puis le fait justement de toujours être fatigué, d'avoir la langue à terre, d'avoir des courbatures, des douleurs qui persistent dans le temps, ça, parfois, c'est un signe justement qu'on mange pas assez. Fait que ce serait peut-être mes deux conseils, c'est tout simple pour quelqu'un qui commence. D'abord, faut pas avoir peur de manger plus. La faim est présente durant la journée, faut l'écouter. Puis deuxièmement, de commencer plus tôt que tard à intégrer de la nutrition pendant les entraînements, que ce soit sous forme de nutrition liquide. Petit coucou, tout ça, j'ai mon sac en Europe. Moi aussi, je suis là-dessus un matin, là. Besoin d'hydratation. Oui, j'ai mon petit sac en Europe avec moi. Fait que tu sais, que ce soit sous ce format-là ou justement le jujube, date, puis je veux vraiment venir de faire un truc aussi que des fois j'entends de faut intégrer des sucres plus naturels et tout. Le corps s'en fout. La forme, c'est quoi? Ultimement, si tu veux, c'est la molécule de glucose, de fructose, puis que ce soit dans un fruit ou dans des jujubes, c'est la même. Puis là, je nuance le truc. On parle vraiment dans un contexte de sport. Je dis pas de remplacer votre banane le matin avec un sac de jujubes. Là n'est pas la question, mais si pendant que tu fais une course, la banane n'en passe pas, mais 4-5 jujubes, ça fait la job, ben let's go pour les 4-5 jujubes. C'est ça qui va te permettre d'avoir de l'énergie et de bien récupérer. C'est vraiment intéressant, cette distinction-là, parce que il y a une mentalité, puis c'était surtout le cas dans le trail running, où, parce que le trail, le monde sont comme un peu attunés avec la nature. Le monde sont comme, vraiment un peu, il y a beaucoup de grano dans cet univers-là, puis c'est comme, non, moi, je touche pas à ça, les pâtes de fruits, les pâtes de glucides, cette affaire-là. Moi, c'est juste des dattes ou les bons sucres. Puis là, c'est comme, mais comme Myriam a dit, ton corps, il s'en crisse quand il est en train de monter 3000 mètres de dénivelé puis qu'il est à bloc, ça prend des sucres, ton corps, il consomme ça de même. Et Myriam, si pendant un jour de repos, mettons, qu'est-ce qu'on mange? Ben ça, encore une fois, si tu as un volume d'entraînement qui est élevé au quotidien, ta dépense énergétique demeure plus haute, puis tes besoins en glucides aussi vont demeurer plus élevés. Donc, ça a déjà été mesuré justement que des gens qui sont très actifs au quotidien, même lors d'une journée de repos, vont quand même brûler plus de glucides qu'une personne qui est sédentaire. Donc, moi, avec les athlètes, des fois, ce qu'on travaille, ça va être la périodisation des glucides. Donc, lors des journées où est-ce qu'il y a un gros volume d'entraînement, ben, dans l'assiette, là, on peut peut-être penser au fameux guide alimentaire canadien où tu as un quart les féculents, un quart les protéines, puis la moitié les fruits et légumes. Pour des athlètes, lors des grosses journées d'entraînement, c'est genre la moitié de l'assiette qui est en fait des féculents, des fruits. Et lors des journées de repos, ben, on redescend plus à un tiers, mais c'est quand même une place dans l'assiette qui est plus importante qu'une personne qui serait sédentaire. Donc, tu continues de manger normalement, mais tu vas quand même garder une bonne place pour les glucides dans ton assiette parce que, ultimement, ben, ta journée de repos, c'est aussi ta journée où tu refais tes réserves pour être capable de performer le lendemain. Parfois, il y a cette mentalité-là de ben là, je m'entraîne pas, faudrait, je dépense moins d'énergie, il faudrait que je mange moins. Non, au contraire, c'est une journée justement où tu as l'espace, tu as le temps pour manger suffisamment, pour bien manger, pour avoir le carburant pour ta prochaine journée. OK. Trop cool. Merci beaucoup. On passe aux idées reçues. Y a-t-il des compléments alimentaires essentiels? Des suppléments? Ouais, Ouais. Essentiels? Myriam, je suis curieux d'entendre là-dessus. Essentiel, ben, je vais donner la réponse chiante de nutritionniste, ça dépend. Toi, PH qui est vegan, je te verrais mal sans ta vitamine B12. Pour une personne omnivore, qui mange de tout, on est quand même capable d'aller bien combler nos besoins. Les suppléments peuvent apporter l'aspect pratique. Donc, je pense qu'il y a personne, sauf dans certains cas, mettons justement dans le cas du véganisme, végétalisme, je veux dire, mes athlètes sont tous sur de la vitamine B12 parce que tu n'as pas de source d'origine végétale. Mais pour moi, c'est encore toujours du cas par cas. Ouais. Moi, je vais te donner la réponse moins nutritionniste parce que je comprends que dans la science, si tu manges diversifié, mais tu sais, dans le sens, c'est sûr que tu peux tout aller chercher
dans une alimentation diversifiée. Si tu as infini de temps, infini de ressources, puis l'envie de planifier crissement. Fait que, mettons, c'est sûr qu'après ton entraînement, tu pourrais avoir une collation de noix et de peut-être même, si tu veux, poulet, brocoli 6 fois dans ta journée pour aller tout chercher ce que tu as besoin tout de suite après ton entraînement. Mais prendre un shake de protéines direct après ton entraînement, c'est pratique. Okay. C'est ça que Myriam disait au niveau de ce qui est pratique puis ce qui ne l'est pas. C'est très pratique. Puis moi, je consomme des suppléments. Je veux dire, Upica, techniquement, c'est un supplément. Je pourrais presser mes oranges le matin puis mettre ça dans ma bouteille mettre du sel dans ma bouteille, tu sais. Je pourrais recréer ce que le Upica amène chez nous à chaque matin, tu sais. Sauf que c'est vraiment pas pratique. Puis il faudrait que j'aille toutes mes affaires, il faudrait que je fasse mes mix, il faudrait que je me prépare. Fait que moi, je prends B12, mais sous forme de multivitamine, parce que je me dis, tant qu'à prendre une vitamine le matin, je vais juste essayer de m'assurer d'avoir toutes les vitamines d'un coup, que mon alimentation est pas balancée. Ceci étant dit, Myriam, de ce que je semble comprendre de la nutrition, les multivitamines, c'est un peu un scam, là. Ouais, ben en fait, c'est que l'enjeu avec les multivitamines, c'est que souvent, tu vas avoir des dosages. La quantité de certaines vitamines que tu retrouves dedans est dans des quantités parfois qui sont un peu aberrantes. Donc, tu vas avoir des quantités super importantes de certaines vitamines du complexe B qui sont méga faciles à trouver dans l'alimentation, même si tu manges pas varié. Puis, tu vas en avoir très peu d'autres vitamines qui sont importantes ou d'autres minéraux qui sont importants pour la santé. Donc, c'est dur en ce moment de... il n'y en a pas une que je recommanderais de façon... à chaque fois, c'est comme, OK, ben selon ton besoin à toi, je vais aller regarder le dosage de chacun. Donc, puis on voit en fait dans les études à long terme, des gens qui prennent des multivitamines tous les jours ne vont pas vivre forcément plus longtemps, il n'y a pas de bénéfice direct. Cela dit, à moins de contre-indication, ça n'a peut-être pas forcément de tort. C'est ça, tu vas l'uriner au pire. Tu vas uriner. Oui, exactement. Puis la vitamine D, pour des gens qui habitent au Québec, où est-ce qu'on voit moins de soleil, c'est-tu juste une affaire de marketing qu'on s'est fait dire ou c'est vraiment, ça peut servir? Pour vrai, ça, ce qui est dur, en fait, puis ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi les recommandations sont un peu floues actuellement, c'est que les seuils de ce qui est considéré assez comme vitamine D sont différents selon les pays et selon les études. Donc, selon la valeur que tu prends, tu pourrais avoir 8% de la population canadienne qui manque de vitamine D, ou tu peux être à 80% selon le seuil utilisé. OK. Donc, les recommandations ont passé de, OK, oui, systématiquement, dès l'automne, tout le monde prend un supplément de 400 à 1000 unités internationales par jour à, on sait pas trop. Donc, je pense qu'un supplément de 400 unités internationales de automne à avril, c'est une dose qui est petite, qui permet de couvrir les besoins, qui est assez pour tout le monde. Mais après, quelqu'un qui consomme autant du lait de vache que des boissons végétales qui, pour la majorité, sont enrichies, va quand même être capable d'aller chercher une bonne quantité de vitamine D. Par contre, je pense qu'un supplément de 400 unités internationales, de façon générale, ça fait pas de tort. Mais encore une fois, il y a moyen de s'en sortir sans. Donc, je te dirais que la science est comme revenue dans le gris en ce moment par rapport à ça. C'est à cause des seuils différents que le discours est un peu conflictuel actuellement. Ouais. Okay. Beaucoup de marketing autour des suppléments. Puis moi, pour être dans cette industrie-là, même si je pense pas que je considère vraiment Upica comme un supplément là, à proprement parler, même si c'en est un, puis je devrais peut-être même pas essayer de m'en dissocier. Mais il y a quand même beaucoup de marketing, puis tu sais, beaucoup de AG1, tu sais, AG1 qui sont des greens, puis là, c'est comme, ben là, OK, puis il y a beaucoup de monde qui en parle, beaucoup de monde qui ont de la crédibilité qui en parle, fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Probiotiques, prébiotiques, Myriam, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Probiotiques, en fait, je peux peut-être faire la distinction là, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Les prébiotiques, ce sont des aliments, des molécules qui vont permettre de nourrir les bactéries intestinales. Donc, par exemple, il y a certains types de légumes, par exemple, je sais pas, l'ail, l'oignon, les poireaux, asperges, des bananes pas trop mûres, qui vont contenir des prébiotiques, qui est un type de fibres, justement, qui vont nourrir les bactéries intestinales, qui vont leur permettre d'être bien, d'être en santé, de générer toutes les petites molécules qui sont bonnes pour la santé, alors que les probiotiques,
ce sont des micro-organismes, donc déjà un organisme vivant qui vont permettre justement de bonifier la variété justement des bactéries qui sont déjà présentes. Prébiotiques, ça, avec l'alimentation, avec les fibres et tout ça, on va justement en chercher une belle variété de cette façon-là. Les probiotiques, par contre, c'est tout un monde où tu as différentes souches qui vont avoir ou non leur pertinence selon la raison. Donc, par exemple, dans le monde du syndrome du côlon irritable, il y a des probiotiques différents qui vont être recommandés selon si une personne a plus de la constipation, des ballonnements, de la diarrhée. Puis, c'est une science qui est quand même jeune encore et il y a certaines études qui ont montré en fait que la prise de certains probiotiques peut en fait avoir un effet négatif, donc de venir nuire à la diversité des bactéries. Donc, dans le choix d'un probiotique, ça, honnêtement, ça vaut vraiment la peine, même d'aller voir un pharmacien au comptoir si tu n'as pas l'opportunité d'aller chez le médecin ou de parler avec une nutritionniste puis de dire, OK, voici mes symptômes, vers quelle souche est-ce que je pourrais aller? Puis, il y a certaines marques, justement, qui ont des probiotiques de meilleure qualité. Donc, vraiment pas nécessaire pour tout le monde. Ça, honnêtement, une chose que on parlait de l'aspect pratique de ce qui manque dans l'alimentation, des fibres, ça, c'est quelque chose que la majorité des gens ne consomment pas de façon suffisante. Là, on devrait avoir tout le monde entre 25 et 35 grammes par jour. Puis, honnêtement, on doit se situer peut-être autour de 15-20 pour la majorité des gens. Donc, déjà, en allant manger assez de fibres, puis en misant là-dessus avant d'aller vers un probiotique qui pourrait peut-être faire du tort, on est vraiment mieux de miser davantage là-dessus. Mais cela dit, c'est hyper important pour la santé. Très cool. Je fais juste une deuxième idée reçue. J'ai entendu parler des régimes dissociés, donc la suppression des glucides 5-6 jours avant une course, puis recharge seulement 48 heures avant la course. Je voulais savoir ce que vous en pensez, ce que dit la science, si on est pour, si on est contre. Le carb depletion puis le carb load. Ouais, régime dissocié. Ouais, Myriam, c'est quelque chose que tu as déjà essayé, moi, je suis le champion du monde du carb load. Il n'y a personne qui carb load comme moi. Est-ce que tu as supprimé avant pour reprendre après? Non, jamais. J'ai jamais fait ça. Myriam, corrige-moi si je me trompe. Vas-y. C'est mon... Ben, en fait, corrige-moi si moi je me trompe. Peut-être que je vais mal transmettre ces informations, mais c'est Ben Boulanger, mon ami Ben, qui m'a mentionné ça. Puis qui m'a dit qu'en réalité, ce qui importait, c'était la différence entre ton baseline, fait que ta quantité de glucides standard que tu consommes au quotidien, puis le pic de ton carb load. Fait que ce qui compte vraiment quand tu te prépares, c'est la différence entre ces deux unités-là. Fait que mettons que dans une journée, tu consommes 400 grammes de glucides, puis que dans ton carb load, si t'es un malade comme moi, tu te rends à 800 grammes, ben c'est le 400 grammes de différence qui compte. Fait que si tu descends ton carb, ton baseline dans les jours avant, ça change pas nécessairement cette différence-là. Est-ce que c'est la bonne information que tu as, Myriam? Oui, en fait, c'est que si tu viens tu pars plus bas, en fait, il faut que tu manges plus parce que le carb load, en fait, c'est pour faire en sorte que tes réserves de glycogène soient vraiment maximisées le jour de ta course. Donc, t'en as justement pour une plus longue période de temps à des plus hautes intensités. Quand PH lançait le 800 grammes là, à la maison, si vous êtes curieux, là, la recommandation, c'est de 10 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel dans les 48 heures avant. Ça, c'est vraiment beaucoup. Là. Je sais pas, PH, toi, quand tu fais tes carb loads, tu as faim à la fin de la journée. Là, moi, je suis ici vraiment au bout du rouleau. Moi, mes carb loads sont... Je le fais parce que, justement, pour être capable de me rendre à ces valeurs-là de glucides, je peux pas le faire en mangeant. Faut que je le fasse en buvant. Fait que je vais manger un petit peu plus que d'habitude, mais en focusant vraiment sur les glucides. Fait que, mettons, si je me fais une assiette, pour reprendre ce qu'on disait tantôt, ce sera pas tiers, ça va être vraiment comme 2 tiers de glucides, puis un sixième du reste. Là. Puis, mais la grosse différence, c'est juste dans toute la journée, je bois des trucs ultra denses. Parce que sinon, si je veux manger 800 grammes, je vais avoir envie de vomir. Là, puis non seulement je vais avoir envie de vomir, mais le lendemain, c'est encore dans toi, ça. Là, puis comme la dernière chose que tu veux, c'est avoir envie de chier pendant ta course. Là, fait comme des problèmes digestifs pendant les courses, c'est un cauchemar. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je bois de la liqueur, comme quasiment du lever
à genre 18h pour pas avoir de problème de sommeil. Fait que j'arrête de bonne heure dans ma journée. Mais ouais, c'est comme ça que je le fais. OK. Ouais. Y a-t-il une différence dans les glucides que tu consommes liquide ou solide? Tu veux dire au niveau de la capacité au niveau du carb load, ouais. Non, en fait, un glucide, c'est un glucide. Fait que tu ailles chercher justement des liqueurs ou des produits solides. Je veux dire, un glucide, c'est un glucide, ça va venir refaire les stocks de glycogène. Moi, deux cas par rapport à ça. Un, moi, je déteste la liqueur. Depuis que je suis petite, dans les fêtes d'enfants, j'ai jamais aimé ça. Fait que, j'ai réessayé pour un week-end de course de ski de fond un Pepsi. Ça a vraiment pas passé. Puis, chose importante aussi, si vous commencez en sport d'endurance, vous avez un événement, demi-marathon, marathon, une course de vélo, peu importe, votre carb load, c'est quelque chose aussi qui doit être testé au préalable. Ouais. Donc, ce que vous mangez les 2 jours avant, faut pas que ce soit la première fois que vous fassiez ça avant votre course parce que vous pouvez avoir des vraiment mauvaises surprises. Puis, j'ai justement eu un cas d'un athlète avant son Ironman. On a fait le test. Puis, au début, le plan que je lui avais fait, c'était justement, OK, vas-y plus avec des jus, des liqueurs et tout ça. Puis, il s'est retrouvé, lui, à avoir beaucoup plus de diarrhée ces 2 journées-là. Donc, au niveau digestif, ça s'est moins bien passé. Fait que quand on a refait le test un mois avant, là, j'ai diminué ses liquides puis on a remis plus de sources de glucides solides puis ça a fait en sorte qu'au niveau digestif, ça s'est mieux passé. Ça, c'est une des choses aussi qui est importante de la même façon que ta stratégie de nutrition le jour de ta course, faut pas que ce soit la première fois que tu le fasses, ben le carb load, c'est la même chose aussi. Donc, d'aller vers des aliments que tu sais que tu vas bien tolérer, que tu vas être capable de manger en grosse quantité, toi, faire justement les liqueurs, tout ce qui est liquide, c'est ça qui rentre mieux. Pour d'autres personnes, ça peut ne pas passer. Donc, ça, c'est vraiment important de le tester au préalable. Puis ça peut être même sur 24 heures une fois, mais puis de le mettre juste avant un long week-end, un week-end choc, une journée où vous avez une longue sortie, c'est vraiment un bon moment pour le tester. Puis Romane, je vais revenir à ta question sur le fait justement de diminuer les glucides avant puis de réaugmenter après. C'est des stratégies qui ont déjà été testées, évaluées, mais je dirais que pour genre 99% des athlètes, les gains sont tellement variables et marginaux. Puis le problème que je vois le plus chez les athlètes d'endurance, c'est qu'ils ne mangent pas assez de glucides. Donc, laissez faire les petites stratégies de couper 3-4 jours avant pour aller chercher un 0,001% que vous n'aurez peut-être même pas. Donc, mangez bien assez tout le temps. Puis, la stratégie de carb load, très pertinente pour les événements d'endurance qui durent plus de 90 minutes. Donc, lorsqu'on passe au travers de nos stocks de glycogène et à tester au préalable. C'est pas juste un gros repas de pâtes la veille, c'est vraiment manger beaucoup plus ou boire beaucoup plus les 2 jours avant l'événement. Donc, un gros 48 heures. OK. Puis, ça s'entraîne vraiment parce que là, moi, je me considère le champion du monde aujourd'hui, là, au jour où est-ce qu'on se parle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis des fois, c'était un struggle quand même. Là, mais c'est une fou fois que tu trouves ta formule, le feeling de commencer une course, puis je tiens quand même à faire un disclaimer. On aurait peut-être dû faire ça depuis le début. Là. On est dans un concept de quand même de performance puis de vouloir atteindre sa performance maximale. Là, fait que, si votre objectif, c'est de finir un 21 kilos, de finir un demi-marathon puis de juste comme se dépasser, t'es pas obligé de manger 800 grammes. Il n'y a jamais personne qui t'oblige à manger 800 grammes de glucides. Mais en même temps, performance pH, oui, mais je te dirais même niveau fonctionnel, moi, je l'ai vu des clients qui, des fois, avaient pas optimisé leur carb load, ont fait leur longue sortie de 30 km le samedi, 30 km le dimanche, et lundi à mercredi étaient sur les rotules au travail. Donc, bon pour la performance, mais aussi après pour reprendre ta vie de tous les jours. Oui, il y a le moment où tu veux performer, mais pour bien te sentir après, cette stratégie-là est aussi pertinente. C'est le pendant, mais aussi les jours après. Donc, nice, oui, tu as raison. Oui, c'est vrai, effectivement. Puis ça m'amène aussi à penser à des épreuves sur plusieurs jours. Comme tu dis, si tu fais un week-end choc pour des gens qui font, mettons, ou même, tu me parlais, Romane, pour prendre ton exemple à toi, tu disais, je voulais ça aller faire 4 jours dans le parc de la Gatineau, à faire beaucoup de vélo. Ben, manger quasiment... avoir mal au cœur le soir, là. Moi, c'est ça que j'avais fait au Transpercé 100, là, qui était une course sur 3 jours que j'avais faite avec Jay. Puis on s'était dit, on arrive. Ben, en fait, moi, je m'étais dit ça. Jay, il m'a suivi une journée, il aussi a fait, man. Genre, tu manges trop de carbs, t'es trop débile. Mais moi, je mangeais comme. C'était Ben qui m'avait dit ça. Mange jusqu'à temps que t'aies plus faim, puis prends une autre bouchée après. Fait que, genre, écoute, t'as faim, mais genre, va une fois au-dessus, puis comme de fait. Plus la fin de semaine avançait, meilleur j'étais. Puis, tu sais, j'étais arrivé, je pense que c'était un 12, un 54, puis un 35. J'étais arrivé
7e, 3e, puis le dernier jour, je suis arrivé premier de ma catégorie parce que j'ai comme... je me mettais à courir après, puis c'est ça que je voulais dire avant, c'est le feeling d'arriver carb loadé sur une ligne de départ. Mettons, tu t'entraînes pour faire un pace, là, comme là, je m'entraîne pour faire le marathon d'Ottawa, puis mon pace, c'est 3,45. 3,45, aller courir 3,45, maintenant, ça file d'une certaine façon. Mais quand t'es carb loadé, puis prêt avec le momentum de la course, c'est... Tu flottes. Mais c'est fou parce que ça me fait penser, quand vous me parlez de perception de l'effort tantôt, je sais que moi, je l'ai pas encore... Je suis trop novice, puis peut-être pas assez régulière dans mes entraînements, et peut-être je fais pas assez, j'en sais rien, on s'en fiche pour l'instant, mais je sais qu'il me manque ça, mais il me manque aussi les informations, comment dire, j'ai l'impression de ne pas avoir conscience de l'impact de ce que je mange sur mes entraînements. Ça se trouve, dès que j'avais un flow, c'est parce que j'avais bien mangé la veille, j'en sais rien, parce que je fais pas le lien. Donc, je sais pas s'il y a des choses qu'on peut faire pour que ce soit plus facile de faire des liens. Mais, tu sais, moi, des fois, quelque chose que j'entends avec des gens qui viennent me consulter en disant « Ah ouais, mon coach m'a dit que ça pourrait être pratique que je vienne voir une nutritionniste, tu sais, je me sens bien pendant mes courses. » Puis là, on commence à les faire manger un peu plus, puis les gens vont comme « Wow, OK, il y a ces sensations-là que je suis capable d'aller chercher, mais que je savais pas que j'étais capable, justement, d'aller atteindre. » Puis des fois, c'est des affaires toutes simples de la personne vient finir sa journée de travail, puis elle part partir courir 1 heure. Hey, essaie donc de te claquer une pâte de fruits, une purée ou quelque chose, tu sais, 15 minutes, 20 minutes avant de partir, juste pour, tu sais, c'est une petite chose comme ça qui peut faire la différence, que tu as un petit apport en glucides qui va faire que tu vas vraiment mieux te sentir. Puis je pense que c'est quand tu commences à manger que tu te rends compte, oh, OK, il y a vraiment des belles zones de performance. Et au-delà même de la performance, même si tu t'en fous du pace, tu vas dire, hey, wow, je suis capable de tellement bien me sentir pendant ma course d'1 heure, de finir, d'avoir de l'énergie, puis de me dire, moi, quelque chose que mes clients me disent souvent, c'est, hey, j'ai fini mon entraînement, puis j'aurais pu continuer encore. J'ai fini mon 2 heures de course, normalement, j'aurais arrêté, mais là, hey, non, mais j'avais dit juste, ça allait bien. Ouais. OK, mais je vais prendre rendez-vous avec toi, Myriam. Je le recommande grandement. Parfait, ok, ben, trop cool. On retourne à l'entraînement. Bon, ça, on en a parlé un peu. Ah, c'est ça. Comment identifier une douleur qui nécessite une intervention d'une douleur qui nécessite du repos? Et puis, c'est quoi, vous, votre rapport à la douleur? Myriam, vous avez fait un bel épisode là-dessus. Là. D'ailleurs, je vais te laisser prendre la balle au bon à ce sujet-là. Oui. Bon, disclaimer, je suis pas physiothérapeute ni aucunement experte en douleur. Donc, ce que je vais relater est beaucoup inspiré de mon ami Alexis Goujon, physiothérapeute, qui est passé au UPICA et également à Sciences Radio. Oui, puis je veux dire aussi, je veux juste préciser que c'est vous et votre rapport. C'est vraiment vous en tant qu'athlète, en tant que sportif. Là. Je veux pas qu'on fasse de grandes généralités. Mais tu sais, je pense que moi, une des choses qu'Alexis m'a beaucoup, des choses que j'ai beaucoup appris de lui, c'est une nouvelle douleur qui se manifeste. Faut pas paniquer. Parce que si tu paniques et déjà tu te mets en mode anxiété et tout ça, ben la douleur peut juste décupler et durer plus longtemps, alors que des fois, c'est des douleurs qui sont présentes pour aucune raison puis qui vont juste être passagères. Tu sais, je pense que dès le moment où une douleur elle est incapacitante, qu'elle dure dans le temps, ben ça nécessite d'aller voir un professionnel par rapport à ça. Puis moi, je me reconnais beaucoup là-dedans parce que le sport, pour moi, c'est tellement essentiel à tous les jours que si j'ai une douleur qui, je sens, qui va m'empêcher d'aller faire ce que je veux, j'ai comme le mode panique en toute transparence qui embarque de genre, ah shit, je pourrais pas aller faire ma ride de bike ou aller courir et tout ça, mais justement, c'est là où des fois j'essaie d'avoir plus une variété où OK, là, ça marche pas au niveau des jambes, fait que je vais aller faire de l'escalade à la place. Donc je pense que j'ai peut-être un rapport à date, je me trouve chanceuse, j'ai pas eu des grosses blessures, mais j'ai peut-être un rapport à la douleur, c'est des douleurs musculo-squelettiques qui gagnent à être améliorées parce que moi, ce serait mon pire cauchemar de pas pouvoir m'entraîner comme genre. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que tout l'hiver, je me suis dit faut que je fasse attention à chaque pas que je fais parce que je veux faire du vélo tout l'été. Donc là, je vais faire attention à mes jambes comme j'ai jamais fait attention à mes jambes. Donc je voulais pas tomber, je faisais vachement attention. C'était vraiment drôle cette sensation de se dire, mon Dieu, il y a des conséquences là. J'ai plus de jambes, il y a des conséquences. Avec cloué, beaucoup de gens deviennent triathlètes à cause de blessures. Tu sais, c'est des gens qui courent, qui font, bon ben là, je suis blessé, je peux plus courir, fait que je vais faire du vélo. Puis là, tu te dis, ben là, je fais du vélo puis de la course, fait might as well faire la natation. C'est tellement pas long dans un triathlon, la natation, que tu peux commencer un peu n'importe quand. Mais moi, les fois où est-ce que je me suis blessé dans ma vie, en natation,
j'ai été chanceux, je me suis jamais blessé. J'ai jamais eu, je nageais des fois, c'est ça, 20 heures par semaine. Ouais. Aucune blessure. Puis les seules fois où est-ce que je me suis blessé en natation, c'était quand on faisait de la musculation, un peu vers la fin de ma carrière, de la musculation en explosion, des grosses charges, puis je me blessais dans le gym. Puis c'était une blessure qui me faisait chier dans la suite des choses. Mais après ça, quand j'ai commencé à courir, comme je disais tantôt, c'est arrivé instantanément, là, où est-ce que je me suis blessé, puis la raison à ça, c'était juste que c'était pas une progression... C'était les périostites dont tu parlais tantôt. Ouais. Une périostite, des douleurs de genoux, douleurs de cheville. Puis c'était juste parce que trop vite, en trop peu de temps. Mais trop craqué aussi, là, tu découvres un truc qui te fait plaisir. Sauf que c'est essentiel. Je veux dire, ça se fait sur des années. Là. Ouais. Ça fait 7 ans que j'ai commencé à courir. Puis, tu sais, là, mettons au marathon d'Ottawa qui est dans 2 semaines, dans 3 semaines, je vise de faire 1 heure plus vite que le temps que j'avais fait à mon premier marathon, il y a 7 ans. Puis ça s'est fait sur des années. Puis le monde voit, mettons, où est-ce que je suis rendu maintenant. Ils font comme Chris, man, genre, ton pace, c'est fou. Il y a le monde qui m'écrive chaque fois que je partage une affaire. Puis c'est comme, oui, mais c'était pas ça pantoute, là, 7 ans quand je commençais, tu sais. Puis aujourd'hui, je fais mes petites semaines dans mon programme d'entraînement en ce moment, c'est 15 heures puis 100 km de course à pied. Mais 100 km, c'était mes semaines. Je faisais 1 semaine de 100 km, là, 4 ans. Là. Puis c'était comme le peak week. Là, mon 100 km, c'est le baseline. Puis quand je fais 100 km, genre, j'ai aucune tension, aucune douleur, rien. Fait que c'est vraiment c'est du temps, là. C'est du temps. Puis c'est de la progression constante et sur le long terme. Puis moi, une fois que j'ai compris ça, c'est ça que comme je suis en paix avec le fait que, premièrement, il y a une limite à ce que je peux faire, mais aussi tu es plus conscient de cette limite-là puis de pas la transgresser. Mais est-ce que ça excuse-moi Myriam, j'ai juste une question, mais est-ce que ça allait à l'encontre de ton idée de performance? Est-ce qu'il y a eu de la frustration là-dessus? Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, mais là, si ma limite, c'est 100 km de course, ben là, je vais faire du vélo, je vais faire de la natation parce que je vais au moins être capable de varier le sport, je vais être capable de, mettre le temps que j'aimerais mettre dans ça, mais en préservant certains aspects. Puis au final, certains aspects plus mécaniques, là, je veux dire, mettons, les chocs sur les jambes, la course, c'est rough là, pour le corps. Mais c'est ça, fait d'être capable de faire ça, puis après ça, de réaliser que, bon, mais tout est complémentaire dans le fond. Ton cœur, il fait pas la différence s'il bat à 150 dans la piscine ou s'il bat à 150 dans une montagne ou s'il bat à 150 dans Saint-Henri ici. Il n'y en a aucune idée. Ouais. Excuse-moi Myriam, je t'ai coupé. J'allais juste dire en fait que cette progression-là au niveau des sports d'endurance, elle est tellement importante pour la course à pied particulièrement parce que ça, la course, c'est instantané. Puis des fois tu te dis mais mes jambes sont fraîches, puis tu repars courir, t'accélères trop vite. Puis moi c'est exactement ça qui s'est passé quand j'ai recommencé à courir. Je me suis dit j'ai couru par le passé, je m'enfile 10 000 km de vélo par année, je suis capable de repartir. Non, la course à pied, il faut vraiment être patient. Ça demande d'être beaucoup plus minutieux au niveau de la progression que le vélo, tu peux enfiler, j'ai l'impression, beaucoup plus de gros volumes, une journée après l'autre, sans que ton corps en prenne le coup autant. Puis j'ai envie de dire, il faut faire confiance au processus, de quand des fois, je regarde que ma coach me planifie, puis je fais comme, ah ouais, tu me fais juste courir tant, mais c'est tout. Justement, c'est des micro-adaptations qui se passent au fil du temps. Puis, PH, c'est super intéressant de voir ta progression sur 7 ans. Justement, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, avec la course à pied, je pense que d'être plus patient, c'est ce qui permet de payer sur le long terme puis de faire en sorte qu'on peut pratiquer notre sport vraiment plus souvent dans le fun sans se blesser. Puis, tu sais, c'est ça. C'est tout un effet cumulatif sur des années. Tu sais, c'est vraiment un mur de briques que tu construis. Là, tu sais. Puis, chaque semaine est une nouvelle brique que tu mets sur ce mur-là, puis la brique que j'ai faite il y a 5 ans, elle me sert encore aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça recommence. Même si tu prends une pause, t'as fini un objectif, c'est cyclique, là, tu sais, la forme physique, là. Sauf que c'est cyclique, mais qui au final a un net positif. C'est comme une courbe qui remonte, qui redescend, mais qui monte au final tout le temps, là, tu sais. Je comprends. OK. Nutrition. Donc là, ça concerne plus les sportives.
Parce que c'est ça, je suis sur les réseaux sociaux une chercheuse en sport de haut niveau à l'INSEP, qui est l'Institut national des sports expertise des performances en France, qui s'appelle Juliana Antero. Son Instagram, c'est Fempower Sportive. Puis elle vulgarise beaucoup de ses recherches scientifiques sur notamment utiliser et comprendre le cycle menstruel pour performer. Moi, Myriam, je voudrais savoir si la nutrition doit être adaptée pendant certaines phases du cycle pour aider justement à la pratique du sport. Oui, ben en fait, ça va vraiment dépendre de comment se passe le cycle menstruel et l'abondance des règles. Donc, déjà, les hommes et les femmes préménopausées, les femmes vont avoir des besoins en fer qui sont beaucoup plus élevés. Donc, pour donner des chiffres et donner une idée de grandeur, pH, tu aurais besoin de 8 mg de fer par jour. Roman et moi, on est à 18 mg. Donc, on est vraiment deux fois plus élevé. Donc, il y a ce premier enjeu-là. Puis le deuxième pour les sportives, en fait, c'est qu'après une activité physique, le foie va sécréter une molécule qui s'appelle l'hepcidine. Et l'hepcidine a des propriétés antioxydantes, justement, pour venir un peu réparer le dommage musculaire. Mais le fer étant un minéral qui est oxydant, mais l'hepcidine, après l'effort, va venir diminuer l'absorption du fer. Donc, le repas que tu prends après ton entraînement, le fer va pas être absorbé aussi bien. Donc, les femmes préménopausées qui ont leur menstruation et surtout des menstruations abondantes vont se retrouver comme doublement en position d'échec pour l'absorption du fer. Puis le fer pour le transport de l'oxygène, surtout pour les sports d'endurance, pour tout, mais les sports d'endurance, c'est super important. Donc, parfois, justement, dans la semaine, avant les règles et pendant les règles, ça va être encore plus... Les apports en fer doivent toujours être plus élevés pour les femmes sportives, mais parfois, il y a certains petits hacks que je vais venir recommander durant la semaine avant et pendant les règles pour s'assurer de venir compenser les pertes. Un produit que je recommande quand même souvent, auquel on penserait peut-être pas forcément, c'est les céréales pour bébés. Donc, les petites céréales à l'avoine qui sont enrichies en fer parce que les enfants à l'âge de 6 mois ont des besoins qui sont super élevés. Puis vraiment, ça ressemble à une petite farine, donc ça peut être, t'en ajoutes 3-4 cuillères à soupe dans ton gruau, dans ton smoothie, dans ton shake de protéines, tu fais des galettes, des muffins avec ça. Donc ça, c'est une façon de venir justement optimiser les apports en fer. Je regarde aussi beaucoup le timing des apports en caféine, parce que la caféine, c'est une molécule qui vient justement inhiber l'absorption du fer. Donc quelqu'un qui aurait l'habitude, une sportive, de siroter du café à longueur de journée, là, on fait abstraction du podcaston où vous avez dû en consommer des bonnes quantités On est sur la gourou depuis 18h la veille, là. Depuis 24 heures, mais bref, c'est ça. Donc ça, c'est une des choses aussi qu'on va venir regarder. Puis, ça qu'on parlait de suppléments aussi, les suppléments en fer, c'est pas quelque chose qu'on va recommander de façon systématique parce que ça a des effets qui peuvent être vraiment déplaisants au niveau digestif. Donc ça vaut quand même vraiment la peine d'avoir un bon dosage du fer pour prendre un supplément ou non. Par contre, chez les femmes, justement, qui auraient de la grosse fatigue, de l'irritabilité, de la pâleur, puis vraiment cette sensation que même quand l'alimentation, au niveau des glucides, tout est optimisé, il y a une fatigue résiduelle et des règles qui sont abondantes, bien, ça pourrait valoir la peine de venir doser le fer, justement, dans le sang pour voir justement s'il y a un besoin. Donc, au niveau du cycle menstruel, ça, c'est vraiment, je te dirais, un des éléments qui est assez central. Donc, on a des besoins plus élevés, puis le sport va faire en sorte que notre corps veut moins bien l'absorber, le fer, même si on a des besoins qui sont plus importants. OK. Trop intéressant. Tu veux pas avoir mon opinion? J'adorerais que tu nous parles. On retourne aux idées reçues. On en a un peu parlé tantôt et vous aviez l'air d'être vraiment d'accord avec ça. Mais je le pose quand même. C'est essentiel de manger juste après une longue sortie de vélo ou de course à pied et que le corps utilisera tout pour la récupération. Est-ce que c'est une idée reçue? Qu'est-ce qu'on pense de la récupération? Je vais donner mon opinion, puis après ça, Myriam, tu nous diras qu'est-ce qu'il y en est. De ma compréhension, c'est pas tout qui va être utilisé pour récupérer. Là. Premièrement, il y a certaines affaires qui vont être absorbées, d'autres non. Mais de ce que j'en comprends, il y a une fenêtre métabolique de comme 40 minutes après ton sport pour à la fois la synthèse des glucides en glycogène, donc pour remplir tes réserves de glycogène, où est-ce que ton corps est plus efficace à le faire, et aussi pour la synthèse des protéines. Fait que de prendre protéines et glucides après entraînement, dans cette fenêtre-là,
ce serait optimal de pourquoi tu vois les gars du Tour de France, les filles aussi, arriver, traverser la ligne, puis là, il y a leur directeur sportif qui arrive qui leur calisse un coke d'en face quand ils sont à peine tombés de leur vélo après un effort débile parce que, justement, il faut qu'ils recommencent jour après jour après jour, puis ton corps, il absorbe les glucides beaucoup mieux dans cette fenêtre-là. Myriam, est-ce que ce que je dis, ça fait du sens? Oui, non, ça a beaucoup de sens, puis c'est bien aligné avec ce qu'on fait. Il y a peut-être deux choses que je pourrais venir nuancer. Au niveau des protéines, pendant longtemps, on pensait que, OK, c'était vraiment le 60 minutes après qui était important. Donc, au niveau des protéines, c'est vraiment l'apport sur 24 heures, en fait, qui fait toute la différence. Donc, mettons que tu reviens de courir, tu es en retard pour un meeting, puis finalement, tu prends ton shake 1 heure après, tu viens pas perdre les gains que tu as été chercher durant ton entraînement. Il n'y a pas de fenêtre métabolique pour les protéines dans cette période-là? Pour les protéines, ça a été déconstruit. C'est sûr que c'est au niveau des glucides, par contre, il y a des petits récepteurs qui vont être plus exprimés justement dans leur tissu, mais pour les protéines, c'est vraiment la quantité totale que tu consommes sur 24 heures qui va être plus importante. Donc c'est ça. Si tu as une autre grosse activité qui est prévue le lendemain, idéalement, c'est toujours bien de manger directement après pour déjà que la récupération puisse s'entamer. Et là où c'est vraiment essentiel, en fait, c'est si tu as 2 entraînements durant la journée. Donc, ça, c'est hyper important pour la récupération, justement parce que les petits récepteurs qui vont permettre d'absorber les glucides et de refaire les réserves sont plus exprimés au niveau des tissus musculaires. Mais sinon, si tu as une activité puis que finalement, ça donne que tu remanges juste 1 heure, 1 heure et demie après, c'est pas la fin du monde. Puis, parfois, justement, d'attendre un petit peu quand tu n'as pas l'opportunité de manger, le sport va avoir un effet anorexigène qui vient couper la faim, ce qui fait en sorte que ça peut être plus dur de manger directement après. Donc, dans l'éventualité où tu n'as pas forcément une autre activité le lendemain, si tu attends un peu, c'est correct, mais quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner vraiment des gros entraînements tous les jours, d'essayer autant que possible de manger après, c'est optimal. Et pH, ça, je vais remettre l'emphase là-dessus, tu l'as bien dit, mais c'est pas juste les protéines, c'est glucides et protéines, glucides pour refaire les réserves de glycogène, mais même au niveau quelqu'un qui ferait juste pas juste, mais qui fait de la musculation, quand on mange des glucides, on vient sécréter de l'insuline, qui est l'hormone qui permet d'absorber le sucre, mais c'est aussi une hormone qui a un effet anabolisant, donc qui favorise la création de nouveaux tissus. Donc, tu viens chercher les protéines qui vont être tes blocs Lego, puis l'insuline qui va contribuer au signal de venir bâtir ces tissus-là. Donc, les deux, dans ton shake de protéines, viens mettre des fruits, du sirop d'érable ou une source de sucre quelconque pour venir complémenter les protéines qui vont être présentes. OK. Ouais. Oh, wow. Parfait. Moi, ça a changé quand même mes affaires quand j'ai commencé à prendre... tu sais, on développe des bars avec Upica, des bars de glucides un peu... quinoa à base de céréales, quinoa soufflé dans le fond avec des petits fruits genre canneberge, bleuet. Là. Puis c'est 40 grammes de glucides par barre de 50 grammes. Puis j'ai commencé pour les tester parce que je suis mon cobaye numéro 1. Puis à prendre ça collation tout de suite après mon entraînement, ça a donné un bon changement dans mon niveau d'énergie dans ma journée, après mon entraînement. Mais évidemment aussi, ça contribue à remplir les réserves. Parce que toi, tu as en plus des fois jusqu'à 3 entraînements dans la journée sans problème. Souvent un double. Presque tout le temps un double, des fois un triple. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, dans le cas de pH, c'est un très bon exemple où là, manger tout le temps glucides, protéines après, c'est vraiment essentiel. OK. Dernière question, parce qu'on approche la fin, il nous reste 10 minutes et c'est ma question de conclusion. Quelles sont les grandes leçons que vous avez apprises et que vous auriez aimé savoir quand vous avez débuté? Ah, wow! Pour tabarouette. Au moins un truc où vous vous dites, oh, ça, dans ma pratique, au début, ça aurait été un game changer. Mais moi, je peux y aller parce que je sais déjà, puis c'est une réalisation que j'ai faite dans la dernière année, même dans ma dernière préparation pour le marathon. Tu sais, on entend beaucoup parler de la zone 2. Ouais. Puis du travail en zone 2 comme étant du travail de basse intensité, puis que 80% de ton volume global devrait être fait. Puis là, encore une fois, moi, j'arrive avec ma perspective de vouloir faire ma meilleure performance. Là. Fait que si toi, tu fais du sport juste pour le plaisir, puis tout, tu peux ne pas considérer... la zone 2, c'est vraiment du plaisir pour moi. Ne pas considérer... Ben, tu vois, c'est là que j'amène une nuance, puis c'est là mon point principal. C'est que moi, je pensais que tout ce qui était... 80% de ton temps devait être passé à une intensité faible. Ouais.
zone 2, mais souvent, ce que j'avais en tête, c'était de la zone 1. Ouais. Où est-ce que je me disais, OK, mais dans le fond, tu peux juste aller jogger, tu peux juste pédaler, spinner les jambes, puis ça va compter dans ce 80%-là. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que la zone 2, la vraie zone 2, c'est pas si confortable que ça. La vraie zone 2, quand tu vas sur ton seuil aérobie, normal, il y a plusieurs facteurs. J'ai sorti d'ailleurs un podcast Pika sur ça cette semaine, où est-ce qu'on fait un deep dive là-dessus. Je l'ai pas encore écouté. Puis la zone 2, on dit conversationnel. Ouais. Fait que ça, c'est comme une façon de calculer si t'es vraiment dans la bonne zone. Es-tu capable de parler, d'avoir une conversation? En zone 1, t'es supposé avoir une conversation vraiment facilement, mais la zone 2, tu serais supposé avoir une conversation, être capable d'avoir une conversation, mais tu préférerais vraiment pas en avoir. Tu préférerais vraiment, t'es capable de tenir une conversation, de parler, mais tu préférerais vraiment écouter un podcast puis être un peu dans ta bulle. Tu as les fréquences cardiaques. Moi, c'est entre 145 et 155. Ça, c'est comme le spectre de ma zone 2. 155, là, t'es pas à l'aise. Non. T'es genre, style, genre, tu sues, t'as chaud, tu respires fort. À peu près 40 respirations par minute qu'on dit en zone 2. Fait que moi, ça, c'est mon apprentissage. Puis c'est le fun de faire ça parce que c'est une intensité que tu peux tenir vraiment longtemps. Tu as l'impression de travailler, mais en même temps, ça t'explose pas pour toute la journée. T'es pas explosé pendant que tu le fais. Sauf qu'il faut que tu sois conscient que c'est du travail. Fait que la zone 2, c'est du travail. Puis que là, j'ai splitté ce 80%-là en 40-40. Fait qu'un genre de 40% passé vraiment en zone 1, juste easy. Mais aussi faire des intervalles de zone 2, faire des 3 fois 20 minutes en zone 2, aller sur mon seuil. Puis ça l'a drastiquement amélioré ma fitness. Et donc ça, drastiquement. Débutant en course à pied il y a 7 ans, ça aurait été une aide pour toi de structurer ton entraînement. Parce que je faisais soit... Je polarisais pas assez mon entraînement, soit je faisais mon lent trop vite ou mon vite trop lent, puis je travaillais mal dans mes zones, puis des fois je me disais c'est 80% easy, fait que je faisais juste partir pour une course tout le temps easy. Chaque fois que je joguais, c'était tout le temps easy. Là maintenant, je fais mettons de la côte pour aller chercher cette zone-là. Je fais des efforts sur le vélo pour justement aller développer cette zone-là, puis les gains que tu fais à 155 battements par minute de fréquence cardiaque versus 130, c'est pas du tout les mêmes gains physiologiques, là, tu sais. Je comprends. Fait que, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Parfait. Myriam? Moi, je pense qu'il y a peut-être 2 grands points. Puis, je suis nutritionniste, mais j'ai fait l'erreur souvent de ne pas manger assez sur le vélo. Puis, je pense que pour vrai, de débloquer ce truc-là, de développer cette capacité-là, au-delà des chiffres, moi, de manger assez sur le vélo maintenant, c'est ce qui me permet de partir dans des coins complètement épiques. Je parle de la France en ce moment, mais de pouvoir partir super longtemps, m'enfiler 3-4 cols dans une journée. Le fait de manger assez, ça va te permettre de tellement vivre des plus belles expériences dans tes sports d'endurance. Donc, je pense que d'avoir su ça plus tôt, donc commencer à manger plus tôt, puis suffisamment, ça va juste optimiser ton expérience, puis le bon temps que tu vas passer sur le vélo. Ou en course à pied, peu importe. Puis sinon, l'autre truc, on n'en a pas parlé énormément, mais de pas sous-estimer comment les autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur ta récupération. Moi, l'alcool, c'est quelque chose que j'ai drastiquement diminué depuis 2 ans. Puis je le vois, les fois où je vais siroter une bière, je le sens tout de suite le lendemain. Puis après, de me rendre compte que pour moi, là où je vais réellement chercher mon plaisir, c'est quand je suis sur le vélo au max de mes sensations plutôt qu'autour d'une bière tard le soir, la veille, mon sommeil. Donc, de faire attention à toutes ces choses-là. Parfois, qui sont peut-être moins sexy à discuter, mais qui vont tellement avoir d'influence sur ta récupération puis sur tout le reste. Je pense que c'est peut-être 2 grandes choses qui sont assez simples, mais qui font tellement une différence et qui sont importantes à considérer. C'est drôle que tu dises ça, Myriam. Ça fait 1 an et demi que je bois plus d'alcool. Puis la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire, c'est un matin, le 1er janvier, pas cette année, l'autre année d'avant. Je me suis réveillé complètement défoncé, lendemain de veille. Puis j'ai ouvert mon cell, puis c'était Rich Roll, qui est un de mes podcasteurs préférés, qui était sur son vélo stationnaire. En plus, ça fait comme 10 ans qu'il est à jeun. Puis il dit genre, hey là, je m'adresse à toi, qui est lendemain de veille. Puis je veux juste que tu saches, puis il est comme dehors en Californie sur son trainer, genre. Puis je veux juste que tu saches que je sais comment tu te sens. Puis je veux juste que tu saches que en ce moment, moi,
à chaque année que je me réveille, à chaque jour que je me réveille, puis que j'ai ce feeling-là, il dit the gift that keeps on giving. Puis je reçois ça à chaque fois. Puis moi, cette année, le 1er janvier, je me suis réveillé, puis je me suis mis sur mon trainer à 8 heures, à la place d'avoir la tête dans le cul, puis d'être complètement défoncé, puis de faire « Ah non, c'était ça dans le fond. C'était ça, pour le plaisir que j'avais hier, qui était le même. Ben, c'était ça, dans le fond, la différence. Oui, puis je pense que c'est un peu comme quand les gens qui disent je me sens bien, puis ils commencent à manger, puis ils font comme wow, OK, je peux si bien me sentir, mais des fois, l'alcool, quand t'arrêtes, tu te rends compte, hey, tabarouette, je me rendais pas compte à quel point ça me mettait 2 barres de ciment dans les jambes. Donc, ça, moi aussi, ça a été un beau cadeau que je me suis fait pour ma santé générale, puis pour passer tellement plus de beau temps à faire les sports que j'aime. Tout à fait. Trop cool. Bah, c'est une belle conclusion. Puis toi, Romane, est-ce que je peux me permettre une question, toi, qui débutait, quels sont tes take-home de notre discussion? Parce que PH et moi, on aime geeker sur plein d'affaires, on est vraiment passionnés. On pourrait faire ça longtemps, là. C'est sûr que ça m'aide beaucoup pour la nutrition parce que, encore une fois, ce que je disais, j'arrive pas à avoir l'impact de ce que je mange quand je fais du sport, de course à pied ou vélo. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais tester, peut-être plusieurs trucs. En tout cas, go rendez-vous avec Myriam aussi. Ouais. Je pense que ça peut être une bonne façon de starter quelque chose, pas faire des tests à l'aveugle. Ça c'est sûr, et l'idée des zones aussi, il faut absolument que j'arrive à percevoir et à structurer mes zones à la course à pied pour prendre plus de plaisir, parce que actuellement c'est du hasard là. Je sors, j'ai envie d'aller courir, je sors, les premiers kilomètres, je sais si je vais apprécier ou pas, je vais aller au bout ou pas, j'en sais rien, j'ai pas d'objectif. En tout cas, tout est vraiment trop flou la course à pied, mais j'ai autant de plaisir de le faire. Donc si je peux essayer de structurer peut-être un peu plus ça, comprendre un peu plus mes zones, ça pourrait être vraiment bénéfique. Je pense que c'est vraiment les deux. Je repartirais sur des affaires que tu as dit, mais là, faut rapper. Merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci à vous. C'était super le fun. Les gens, n'oubliez pas, on a parlé de nutrition, mais dons au club des petits oui, déjeuners. Exact. Donc, pour faire des dons, là, je sais qu'il y a du monde qui se réveille. Là, on sort du chiffre de nuit au podcaston. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Sinon, vous pouvez texter club au 20222. Mais donnez la gang, parce qu'on parle de nutrition justement, mais il y a des enfants au Québec. Je pense que c'est 180 000 enfants qui ne mangent pas au Québec. Fait que on donne, chaque don fait une bonne différence. Merci beaucoup, Myriam. Merci Romane. Merci à toi. Merci, Myriam. Puis bonne continuation pour ton PVT en France. Merci. Bonne nuit. Bye. Ciao.